je l'ai vue. Ma belle-mère, Blandine, se tenait juste derrière moi. Elle ne voyait pas mes yeux dans le cuivre, elle ne voyait que ma coupe de champagne posée sur le bar. Je l'ai regardée sortir une petite fiole en verre de sa pochette et verser 3 gouttes translucides dans mon verre. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas crié. J'ai attendu qu'elle s'éloigne pour aller saluer la femme d'un préfet. Puis, avec la main ferme d'un chirurgien, j'ai simplement tendu le bras et échangé nos coupes. Son poison était désormais entre ses mains, et le véritable drame allait pouvoir commencer. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous, j'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. La plupart des mariés seraient en train de faire une crise de panique dans les toilettes après avoir vu leur belle-mère tenter de les droguer. Mais je suis architecte du patrimoine. Je gagne ma vie en m'occupant de fondations qui s'effondrent et de failles structurelles. La panique est un luxe que je ne peux pas m'offrir. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas de la peur, c'était une charge statique. C'est le terme technique utilisé en ingénierie pour désigner le poids immense et silencieux qu'une poutre supporte juste avant de décider si elle va maintenir le toit ou se briser net. Je suis retourné vers la table d'honneur, mes talons claquant un rythme régulier sur le parquet en chêne. J'ai vérifié mon pouls, 80 battements par minute, élevé mais contrôlé. J'ai lissé la soie de ma robe et je me suis assise à côté de Julien, l'homme qui sauvait la vie d'enfants en tant que chirurgien pédiatrique, mais qui était incapable de voir que sa propre mère était un agent pathogène. Il a serré ma main sous la table, son pouce effleurant mon alliance. Il me regardait avec tant d'amour que ça en devenait presque douloureux. Il m'a murmuré que j'étais magnifique. Il n'avait aucune idée qu'à 3 mètres de là, sa mère sirotait le champagne qu'elle destinait à ma destruction. J'ai regardé de l'autre côté de la table. Blandine était assise maintenant. Elle tenait salon avec mes parents, riant d'une plaisanterie de mon père, jouant à la perfection le rôle de la matriarche bienveillante. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient des choses froides et mortes, enterrées sous des couches de mascara de luxe. Elle a levé son verre, mon verre, dans un toast silencieux vers moi. Un petit sourire en coin qui disait « Échec et mat, ma chérie ». Elle pensait être l'architecte de cet instant. Elle pensait que je n'étais qu'une petite chanceuse tombée par hasard dans sa dynastie, un problème à résoudre avec un chéquier ou une fiole de produits chimiques. J'ai pris mon verre d'eau. Ma main ne tremblait pas. J'ai pris une gorgée lente et délibérée. L'eau était glacée. Elle avait le goût de la clarté. J'ai regardé Blandine reprendre une gorgée de champagne. Elle était si sûre de sa cruauté. Elle avait passé les 2 dernières années à essayer de m'écraser, me traitant comme une intruse dans la vie de son fils. Elle disait que mon métier était sale. Elle m'a offert 100 000 € pour disparaître. Mais elle a oublié une chose à propos des architectes de la restauration, nous savons exactement où se trouvent les points de rupture. Et nous savons exactement quand une structure est sur le point de s'effondrer. J'ai reposé mon verre. Je lui ai rendu son sourire et j'ai attendu. Pour comprendre pourquoi je ne l'ai pas arrêté, pourquoi je ne lui ai pas saisi le poignet en hurlant pour appeler la police à ce moment précis, il faut comprendre l'architecture de notre guerre. Ce n'était pas un crime passionnel soudain. C'était la phase de démolition d'un projet que Blandine gérait depuis 2 ans. Dès l'instant où Julien nous a présentés, j'ai été une entorse au plan d'urbanisme de son monde parfaitement ordonné. Les de Valmont sont ce qu'on appelle de la vieille noblesse de robe, ce qui signifie généralement que leur argent prend la poussière et qu'ils sont terrifiés par quiconque travaille réellement pour vivre. J'ai rencontré Blandine lors de l'inspection de leur domaine familial. Je portais des chaussures de sécurité et un casque de chantier couvert de poussière de plâtre. Elle a regardé mes mains comme si elles étaient contagieuses. Elle a demandé à Julien, devant moi, s'il engageait du personnel pour des rénovations. Quand il lui a répondu que j'étais sa petite amie, elle n'a pas souri. Elle a juste dit « Ah ». Les insultes n'étaient jamais bruyantes. Elles étaient structurelles. De petites fissures dans les fondations conçues pour me faire m'effondrer. Elle oubliait de m'inviter au dîner de famille. Elle me présentait à leurs amis comme « la petite chef de chantier de Julien », ignorant mon master de l'école de Chaillot et ma licence d'architecture. Mais la véritable défaillance structurelle a eu lieu il y a 6 mois.
J'étais assise dans sa bibliothèque. Elle a fait glisser une enveloppe de papier crème sur le bureau en acajou. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 100 000 euros. Elle m'a dit que c'était une prime de départ. Elle a dit, « Tu es une fille charmante, Claire, mais soyons réalistes. Tu es une parvenue. Toi, tu construis des choses. Nous possédons des choses. Tu ne seras jamais à l'aise à cette table, et j'essaie simplement de t'épargner l'embarras d'essayer. » J'ai regardé le chèque. C'était plus d'argent que ce que mes parents gagnaient en 2 ans. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas déchiré. Je ne lui ai pas jeté au visage. Je l'ai simplement repoussé vers elle et j'ai dit, « Je pense que vous sous-estimez le prix de la main-d'œuvre, Blandine. Je ne suis pas à vendre. » C'est à cet instant que son regard a changé. C'est là que j'ai cessé d'être une nuisance pour devenir une menace, et les menaces doivent être neutralisées. En psychologie, il existe un concept appelé « burst d'extinction ». Je l'ai appris en étudiant comment le stress affecte les matériaux de construction, mais cela s'applique parfaitement aux narcissiques. Lorsqu'un enfant se rend compte que hurler ne lui permet pas d'obtenir ce qu'il veut, il ne se calme pas. Il hurle plus fort. Il s'agite. Il brise des objets. Il intensifie son comportement jusqu'à un pic frénétique juste avant de finalement abandonner. C'est la dernière explosion d'énergie désespérée pour forcer le monde à revenir sous son contrôle. La semaine précédant le mariage a été le burst d'extinction de Blandine. Elle a compris que les pots de vin n'avaient pas fonctionné. Les insultes non plus. Le mariage allait avoir lieu, alors elle a pratiqué la politique de la terre brûlée. Mardi, elle a appelé notre fleuriste pour tenter d'annuler la commande, prétendant que la mariée était morte dans un accident de voiture. Le fleuriste, Dieu merci, m'a appelé en premier. Jeudi, je l'ai trouvé dans la suite nuptiale en train d'inspecter mon voile. Quand elle est partie, il y avait une déchirure béante dans la dentelle. Elle a prétendu que sa bague s'était accrochée, mais je connais la résistance à l'attraction de la dentelle de Calais. Il faut vouloir la déchirer. J'ai réparé le voile avec du fil d'or, une technique que j'utilise en restauration d'art. Je ne l'ai pas dit à Julien. Je savais que si je le faisais, elle retournerait la situation. Elle le manipulerait, me traiterait de paranoïaque, dirait que je suis stressée et que j'imagine des choses. Elle comptait sur le fait que son comportement était si insensé qu'aucune personne rationnelle ne pourrait y croire. Alors, quand j'ai vu la fiole à la réception, tout s'est mis en place. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas seulement de la haine. C'était la détonation finale de son burst d'extinction. Elle ne pouvait pas empêcher le mariage, alors elle a décidé d'en ruiner le souvenir. Elle voulait que je sois malade. Elle voulait que je sois humiliée. Elle voulait prouver à tous les invités de la haute société présents que j'étais faible, instable et indigne du nom des de Valmont. Elle voulait un désastre. J'ai juste décidé de la laisser en être la victime. Le truc avec les défaillances structurelles, c'est qu'elles sont rarement instantanées. Avant qu'un bâtiment ne s'effondre, il gémit. Les rivets sautent. Le bois craque. Il faut juste être assez silencieux pour l'entendre. La salle de réception résonnait d'applaudissements alors que Julien terminait son discours. Il était charmant, modeste, parfait. Il s'est assis et a embrassé ma joue, murmurant qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Puis le silence s'est fait. Le tintement d'une cuillère contre du cristal a résonné comme un signal d'alarme. Blandine s'est levée. Elle était impériale dans sa robe argentée. Elle tenait la flûte de champagne, celle au liseré doré, celle qu'elle avait empoisonnée, bien haut dans les airs. La salle attendait. Elle a souri aux invités, puis a tourné son regard vers moi. C'était le sourire d'un prédateur. Le mariage, a-t-elle commencé, sa voix projetant avec cette cadence apprise dans les meilleures pensions de jeunes filles, est une question de partenariat. C'est savoir qui l'on est et d'où l'on vient. Quelques-uns de ses amis à la table 4 ont ricané. Et surtout, c'est une question de confiance, savoir que la personne assise à côté de vous a vos intérêts à cœur. Elle m'a fixé droit dans les yeux sur le mot « confiance ». Je n'ai pas scié. J'ai levé mon verre d'eau.
Blandine a levé le calice empoisonné. Au jeune marié, a-t-elle dit. Elle a porté le verre à ses lèvres. J'ai regardé le liquide doré disparaître. Je l'ai regardé déglutir. Une gorgée. 2. Elle l'a vidé. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Elle s'est rassie avec un air triomphant. Elle s'est tournée vers mon père et a commencé à parler de son handicap au golf. 1 minute a passé. Puis 2. Je restais parfaitement immobile, les mains croisées sur mes genoux, comptant les secondes comme un métronome. À 2 minutes et 40 secondes, les gémissements ont commencé. Blandine s'est arrêtée de parler au milieu d'une phrase. Elle a cligné des yeux rapidement, sa main allant à sa gorge. Son visage, habituellement un masque de fond de teint épais et de maîtrise de soi, a pris une teinte grisâtre violente. Elle a essayé de se lever, peut-être pour s'éclipser aux toilettes, mais la gravité avait d'autres projets. Ses genoux ont fléchi. Elle a agrippé la nappe pour se stabiliser, entraînant avec elle un centre de table de lisse coûteux. Puis l'émétique a fait exactement ce que la chimie lui dictait de faire. Ce n'était pas un malaise élégant. C'était violent. Blandine a laissé échapper un bruit guttural et hideux qui a réduit au silence le quatuor à cordes. Elle a vomi directement sur la table d'honneur, partout sur le chemin de table en soie, la porcelaine et le bas de sa robe de créateur. L'odeur nous a frappés instantanément. La femme qui avait passé 60 ans à cultiver une image de perfection intouchable était maintenant en train de convulser sur le sol devant 200 personnes de l'élite de la ville. « Maman !» a crié Julien en bondissant. « Maman !» Elle a levé les yeux vers lui, le regard hagard et flou, cherchant son souffle. « Je ne... » a-t-elle bafouillé. « Je ne me sens pas. » Elle s'est effondrée sur le côté dans le gâchis qu'elle avait créé. La salle a sombré dans le chaos, mais je suis restée assise 1 seconde de plus, observant la ruine. C'était laid. C'était tragique. Et c'était exactement ce qu'elle m'avait commandé. En cas de crise, la plupart des gens paniquent. Alors que les invités criaient et s'attroupaient, je me suis levée et j'ai pris les choses en main. J'ai dit au DJ de couper la musique. J'ai ordonné au coordinateur de dégager un passage pour les secours. Julien était au sol avec elle, vérifiant ses constantes, son entraînement de chirurgien reprenant le dessus. Il criait des instructions, pouls faibles, voix respiratoire dégagée, pupilles dilatées. Les ambulanciers sont arrivés en 4 minutes. Ils ont chargé Blandine sur le brancard. Elle était à peine consciente, gémissant des paroles incohérentes. Alors qu'il la soulevait, sa pochette perlée qui était posée sur ses genoux a glissé et a frappé le sol. Le fermoir s'est ouvert. Le contenu s'est éparpillé sur le parquet, un rouge à lèvres, un poudrier, et une petite fiole en verre vide. Julien l'a vu. Il s'est figé. Mais ce n'était pas la preuve irréfutable. À côté de la fiole se trouvait un morceau de papier à lettres crème plié en carré. Je me suis baissée et je l'ai ramassé. Je savais ce que c'était avant même de l'ouvrir. C'était l'écriture de Blandine, une calligraphie élégante et déliée. Je me suis approchée de Julien. Il fixait la fiole, le visage livide. « Julien » ai-je dit d'une voix basse qui tranchait le bruit ambiant. « Lis ça. » Il m'a regardé, confus, puis a pris le papier. J'ai regardé ses yeux parcourir les mots. « Mesdames et messieurs, je dois vous présenter mes excuses pour cette interruption. Ma nouvelle belle-fille lutte depuis des années contre des démons personnels. Nous espérions que le stress du mariage ne provoquerait pas de rechute, mais il semble que l'alcool ait été de trop. Veuillez pardonner ce spectacle désolant. Nous allons lui obtenir l'aide dont elle a besoin. » C'était un discours. Un discours qu'elle avait écrit avant la réception. Elle n'avait pas seulement prévu de me rendre malade, elle avait planifié le récit de ma destruction. Elle allait faire passer mon empoisonnement pour une crise de boulimie alcoolisée. Elle allait prendre le micro pendant que j'étais en train de vomir pour détruire ma réputation à jamais. J'ai vu le changement s'opérer sur le visage de Julien. C'est une chose rare de voir un homme devenir orphelin alors que sa mère est toujours en vie. L'inquiétude a disparu. La panique a disparu. Ses yeux sont devenus de glace.
Il a regardé la note, puis la fiole, puis la femme sur le brancard. Il voyait enfin l'architecture du piège. Il réalisait que le monstre n'était pas sous son lit, c'était celle qui l'y bordait chaque soir. Il a plié la note et l'a mise dans sa poche. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé l'ambulancier. Elle n'a pas fait d'AVC, a dit Julien, sa voix ressemblant au bruit d'un métal qu'on broie. Elle a ingéré un émétique et un sédatif. Vérifiez son sac pour la fiole et appelez la police. L'hôpital sentait l'antiseptique et les mauvaises décisions. Blandine a été stabilisée dans une chambre privée. Les drogues ont été évacuées de son système, mais la toxicité judiciaire ne faisait que commencer. La police attendait dans le couloir. Le brigadier Cardona, un homme qui semblait avoir vu assez de drames familiaux pour 10 vies, prenait ma déposition. Je n'avais pas besoin d'être émotive, j'avais juste besoin d'être efficace. J'ai ouvert un fichier sur mon téléphone. Pendant que les secours chargeaient Blandine, j'avais envoyé un message au directeur du domaine. Parce que j'avais restauré le domaine des De Valmont, je savais exactement où se trouvaient les angles morts, et je savais exactement vers quoi la caméra de sécurité 4K derrière le bar était orientée. J'avais la séquence dans ma boîte mail avant même que l'ambulance n'atteigne l'hôpital. J'ai montré la vidéo à l'officier. Horodatage, 14h47. Blandine regarde autour d'elle. Elle sort la fiole. Elle verse le poison. C'était la preuve irréfutable d'un crime prémédité. Julien est sorti de la chambre de Blandine. Il paraissait avoir pris 10 ans depuis le matin même. Il est passé devant moi, devant son père qui était assis la tête dans les mains, et est allé directement vers l'officier. « Ma mère est réveillée », a dit Julien. Sa voix était clinique, détachée. Elle veut faire une déclaration. « Est-ce qu'elle a avoué ?» a demandé l'officier. Julien a eu un rire sec, sans humour. Non, elle m'a dit qu'elle l'avait fait pour me sauver. Elle a dit que Claire était une croqueuse de diamants qui ruinait la lignée des De Valmont. Elle a dit que je la remercierais un jour. J'ai observé Julien. C'était le moment de vérité. Le lien allait soit se rompre, soit nous étrangler. Blandine avait abattu sa dernière carte, la défense de « la mère c'est ce qui est bon pour toi ». Elle misait sur 30 ans de culpabilité et d'obligation pour lui faire abandonner les charges. Julien a mis la main dans la poche de son smoking et a sorti le papier à lettres crème. Le discours d'excuses préécrit. Voici la preuve de la préméditation, a dit Julien en tendant le papier à l'officier. Ma mère n'a pas seulement essayé d'agresser ma femme, elle a planifié un assassinat médiatique. Elle a écrit ceci avant même le début de la réception. Cela prouve l'intention criminelle. Julien n'en fait rien. A murmuré son père depuis sa chaise. C'est ta mère. Julien s'est tourné vers son père. Non, a-t-il dit. C'est une criminelle, et si tu paies pour son avocat, tu es son complice. Il s'est tourné de nouveau vers l'officier. Je porte plainte, et je demande une ordonnance de protection immédiate pour moi-même et pour mon épouse. Je l'ai regardé signer la déposition. C'était la chose la plus romantique que j'ai jamais vue. Il ne s'est pas contenté de me choisir, il a amputé le membre qui nous tuait. Il l'a coupé avec la précision d'un chirurgien retirant une tumeur. Il n'y a pas eu de larmes, juste le bruit d'un stylo sur du papier, finalisant le divorce entre un fils et son origine toxique. 12 mois se sont écoulés depuis le mariage. Blandine purge actuellement une peine de 24 mois de prison pour agression aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Son avocat a tenté de plaider l'altération du discernement, mais la note préécrite a anéanti cette défense. On ne peut pas plaider la folie passagère quand on a rédigé un communiqué de presse 3 jours à l'avance. Julien et moi n'avons pas emménagé dans le domaine familial. Nous avons acheté une maison à rénover de l'autre côté de la ville. Elle a de bonnes bases, mais elle nécessite du travail, tout comme nous. Je suis assise à notre table de cuisine, travaillant sur un bol que j'ai cassé la semaine dernière. C'est une technique japonaise appelée kintsugi. On ne cache pas les fissures, on les remplit avec une laque mélangée à de la poudre d'or. La philosophie derrière cela est que l'objet est plus beau pour avoir été brisé.
La cassure est là où réside la force. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'un mariage parfait signifiait l'absence de conflit. Je pensais que c'était des surfaces lisses et des jours faciles. Mais Blandine m'a appris quelque chose de précieux. Elle a essayé de nous briser. Elle a essayé de trouver les points de stress et de marteler jusqu'à ce que nous nous effondrions. Mais elle a fait une erreur de calcul sur les matériaux. Quand nous étions assis dans cette salle d'attente d'hôpital en regardant la police l'emmener menotter, Julien et moi ne nous sommes pas effondrés. Nous avons fusionné. Le traumatisme n'a pas laissé de cicatrice, il a laissé une soudure d'or. Nous nous faisons confiance avec une profondeur que la plupart des couples n'atteignent jamais parce qu'ils ne sont jamais testés. Je sais avec une certitude absolue qu'il me choisira toujours. Et il sait que je verrai les menaces auxquelles il est aveugle. Je termine le bol. Les lignes d'or accrochent le soleil de l'après-midi, brillant plus fort que la céramique d'origine ne l'a jamais fait. C'est imparfait. C'est accidenté. Et c'est incassable. Si vous pensez que les membres toxiques de la famille ne méritent pas d'avoir leur place à votre table, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires quelle est la chose la plus mesquine qu'un membre de votre famille ait jamais faite lors d'un mariage auquel vous avez assisté.